Bonjour, bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir à la bibliothèque ainsi que Frédéric Fréry. Donc Frédéric est professeur de management à l'école, sur le campus parisien plus exactement. Et vous enseignez et faites vos recherches dans les domaines de l'organisation, la stratégie, le management de l'innovation. Vous avez aussi d'autres responsabilités qui sont, je vous laisse dire. Je dirige l'exécutif PhD, j'ai une chaire sur les stratégies de plateforme et je suis le co-directeur de l'Institut ISCP Tech. Ce qui est un très beau parcours. Donc en fait, on a un petit contretemps, une étudiante devait venir animer la table ronde et puis voilà. Donc Frédéric, vous allez faire du mieux que vous pouvez, mais je vous fais confiance. J'ai confiance dans le public pour poser des questions intéressantes. J'ai confiance en le public pour poser des questions. Alors, le livre qui sera présenté dans cette table ronde, c'est le livre « 100 idées impertinentes pour mieux manager ». Donc, c'est tout un programme. Voilà, ça peut changer la vision qu'on a du management ou la faire progresser. Voilà. Peut-être, je ne sais pas. Merci. Peut-être deux, trois mots sur le livre lui-même. En fait, ce livre, il est issu des chroniques que je fais sur Xerfi Canal, qui est donc une plateforme qui est faite par une entreprise qui, à l'origine, fait des études de marché, mais qui s'est diversifiée dans la production de contenu. Et ils ont eu l'intelligence, donc, de demander à des gens d'intervenir sur des petites vidéos de 3 minutes, à peu près, qui sont disponibles en accès libre sur Internet. Et j'en ai, jusqu'à présent, enregistré, je crois, 240, donc sur des thèmes divers du management, de la stratégie, de l'innovation, etc. Et il se trouve que ça a attiré l'attention de la Harvard Business Review, il y a 4 ans maintenant, la Harvard Business Review France. Et ils ont décidé d'en faire un livre, en prenant simplement les 100 qui les intéressaient le plus à l'époque. Alors ma petite fierté, c'est que c'est la première fois dans son histoire que la Harvard Business Review a publié un ouvrage original en français. Donc voilà, je suis très content que ce soit le mien. Enfin, c'est Harvard Business Review France, mais d'habitude, ils publiaient que des traductions d'ouvrages américains. Et vu qu'il s'est complètement vendu, on en a fait une réédition. Donc le premier était jaune, celui-là est vert. Mais le contenu est le même. Et normalement, si tout va bien, l'an prochain, il y aura 100 nouvelles idées impertinentes, parce que vu qu'on a un stock, et je continue à en enregistrer, j'en enregistre encore 12 la semaine prochaine. Et donc l'idée à chaque fois, c'est ça. C'est sur une double page, présenter une idée... Alors, on a choisi impertinente parce que ça sonnait bien, mais en fait, l'idée, c'est plus de s'attaquer à des idées reçues en management. Il y a beaucoup d'idées reçues en management, il y a beaucoup de choses qu'on raconte qui semblent absolument faire partie du décor sans qu'on se pose la question. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'elles sont reçues. C'est-à-dire de voir ce qui se passe si on prend le contre-pied par rapport à ces idées-là et qu'est-ce que ça peut donner. Et donc l'ouvrage est classé en fonction de différentes catégories. Il y a la stratégie, il y a la performance, il y a l'innovation, il y a l'organisation, etc. Et l'idée, c'est que c'est un livre normalement qu'on peut prendre de n'importe quel bout. On lit les doubles pages, on peut passer à une autre, on peut s'arrêter là. Enfin voilà, c'est très bien pour s'endormir le soir. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire immédiate, mais il se trouve qu'il a bien marché. Voilà, ils ont vendu la totalité de la première édition. J'ai des retours qui sont plutôt positifs. Et je sais pas, après l'idée c'est de voir par rapport à tout ce qui est là-dedans, qu'est-ce qui vous a retenu votre attention, parce que vous êtes venu, donc a priori c'est que vous avez jeté un œil. Moi je sais par expérience quelles sont les idées qui sont en général les plus surprenantes, parce que j'ai discuté de ça aussi avec des dirigeants. Moi, ça m'intéresse surtout que ce soit une vraie table ronde, c'est-à-dire qu'on discute et que ce ne soit pas uniquement moi qui présente. Ouais. J'avais une question. Bien sûr, avec plaisir. Au sujet des vidéos sur Xerfi. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris sur la popularité de la diffusion des... Quelle vidéo marchait? Alors ça, c'est imprévisible. Savoir quelle vidéo va marcher le mieux, franchement, si j'avais la recette, je serais très heureux. Mais comme toutes les personnes qui essaient de faire des choses sur le web, c'est extrêmement difficile à anticiper. En plus, les algorithmes changent en permanence, donc c'est vraiment pas facile. Mais je sais qu'il y en a qui ont très bien marché, oui, tout à fait. On est à des dizaines de milliers de vues pour chaque, et parfois plus pour certaines.
Maintenant, savoir exactement ce qui fait le succès de certaines et d'autres, je sais pas. Ce qui est rigolo, ce qui est vraiment rigolo, moi ça m'amuse, c'est que j'ai des gens qui m'arrêtent à l'aéroport, à la gare, c'est plutôt là où il y a des managers. Hein, et qui disent « Oh, vous êtes monsieur de Xerfi ?» Oui, je suis pas tout seul, mais j'en fais partie, effectivement. Voilà, et ça, c'est plutôt sympa. Mais moi, je trouve que dans notre responsabilité de professeur, il y a effectivement de produire de la connaissance, c'est la recherche, hein, mais je crois que diffuser aussi ce qu'on fait auprès des praticiens, c'est extrêmement important. C'est vraiment extrêmement important. Et donc, trouver des leviers comme ça qui permettent de toucher véritablement des managers, des dirigeants, des gens qui sont en entreprise, c'est une mission qu'on ne doit surtout pas abandonner comme école. On est fondamentalement une école, nous, hein, donc on est là pour diffuser de la connaissance tout autant qu'on en produit, si ce n'est plus. Et donc c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai beaucoup aimé travailler avec eux parce que c'est des vrais professionnels, hein, ils ont un vrai studio, c'est vraiment de la télé, enfin ils font ça très bien, et ils ont une capacité à le diffuser qui est quand même tout à fait intéressante. Hein. À la fois, c'est gratuit, ça c'est quand même très très bien, parce qu'il y a un très gros contenu gratuit maintenant. Je ne suis qu'un des multiples intervenants de Xerfi. Et par ailleurs, il y a des newsletters qu'on peut recevoir tous les matins avec 6 ou 7 vidéos. Et vu qu'elles font que 3 minutes, c'est très facile. On voit tout de suite si c'est intéressant ou pas. Quoi. Donc, je dirais peut-être un truc important, c'est qu'il faut que les 30 premières secondes aient tendance à accrocher pas mal. Quoi. C'est le principe de James Bond quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que dans le pré-générique, il y ait un truc qui... Wow, voilà, et après, ça peut se calmer dans la... Plus de 3 minutes, on n'a pas le temps de s'épuiser. Donc, 3 minutes, ça représente, sur le livre, c'est une double page, mais si vous le faites en A4, c'est même pas une page. Quoi. Alors, une question. Dans votre livre, vous proposez de nombreuses idées dites impertinentes. Dites. Et selon vous, quelle est la clé pour qu'une idée managériale soit audacieuse et soit réellement applicable ? Oh là, ça fait plein de questions différentes, ça. Audacieuse, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, une nouvelle fois, je crois que le point important, c'est de prendre des choses qui sont dans la connaissance ordinaire des entreprises, sur lesquelles on ne se pose plus vraiment de questions, c'est comme ça, quoi, et de se dire, mais est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que prendre le contre-pied de ça ne donnerait pas une information intéressante aussi ? Un grand classique, mais qu'on enseigne ici à l'école, hein, dans le cours d'organisation et de management, c'est sur la motivation par les primes et les bonus. Ça, c'est un grand classique, ça. Moi, je ne connais pas une seule entreprise qui le fait sans se poser la question. C'est normal, il y a des primes et des bonus. Bon, il se trouve qu'il y a des travaux de recherche tout à fait intéressants, qu'on enseigne dans les cours, qui disent que c'est bien plus compliqué que ça, et que les primes et les bonus, ça peut en fait démotiver plein de monde. Et ça peut provoquer exactement l'effet inverse de ce qu'on voulait. On se retrouve avec des gens qui sont certainement avides, certainement calculateurs, mais de là à dire ce qu'ils sont motivés, c'est un peu excessif. Alors ça, je sais ça quand je le présente à des dirigeants d'entreprise, parce que ça m'arrive assez souvent de parler de ça aussi, là, ça rappe un peu quand même, parce que y a un grand classique, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une publicité qui a été faite, alors elle a été faite par plusieurs banques, mais je crois que c'est le Crédit Mutuel qui a fait ça surtout. Il y a une très belle pub du Crédit Mutuel où vous avez une chargée de clientèle, en photo, toute souriante, et la publicité dit une chargée de clientèle non commissionnée, ça change tout. Et c'est juste ça, la pub. Alors, je demande à des dirigeants qui sont là, comment vous comprenez cette pub ? Et évidemment, comme tout le monde, ils disent « Ah bah oui, parce qu'évidemment, une chargée de clientèle qui est commissionnée, elle va essayer de vendre des trucs auxquels les clients, ils n'en ont pas besoin, quoi, parce qu'elle veut toucher sa commission. Et elle va un peu harceler les clients pour qu'ils achètent des produits dont ils n'ont pas vraiment besoin. » Je dis « D'accord, c'est comme ça, vous le comprenez. » Bah oui, c'est comme ça qu'on le comprend. Donc c'est une publicité. Ah oui, c'est une publicité. Je dis « Maintenant, expliquez-moi pourquoi dans vos équipes, alors, vous mettez des bonus, des primes pour motiver vos vendeurs. Vous avez envie qu'ils mentent aux clients ? » Et en général, ça crée un blanc. C'est-à-dire qu'ils aiment pas, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est typiquement une idée impertinente. Elle n'est pas de moi. Hein. C'est des gens comme Dessy, des gens comme ça qui ont travaillé largement là-dessus. Mais je trouve que la mettre face à des évidences qui sont des idées reçues, une nouvelle fois, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant. Et ça pousse, en fait, à prendre un peu de distance par rapport à des choses à lesquelles on est vraiment habitué, quoi, et se poser des questions. Mais en fait, pourquoi ça pourrait pas être autrement, quoi ? Et c'est un petit peu ça le moteur de ces chroniques et de ces idées. Si on regarde en fait, hein, si je regarde un peu, je vous fais l'arrière-cuisine, hein, mais ça fonctionne un peu toujours de la même manière. C'est-à-dire, vous avez certainement entendu dire que ceci, cela, et on vous a répété dans votre entreprise cela. Or, il y a une autre moyen de voir la chose qui serait penser que, d'ailleurs, regardez là et là. Et donc, au total, tout est compliqué, quoi. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça, comme ça que ça marche en général. Mais
Mais bon, on peut attaquer comme ça plein de domaines différents, et c'est plutôt... en tout cas, pour moi, ça m'amuse, quoi. Voilà, après, donc, voilà. Alors après, applicable, ça, je ne sais pas. Ça, en tout cas, moi je n'ai pas la prétention, en tant que professeur, d'expliquer aux dirigeants d'entreprise comment il faut qu'ils fassent. Je n'ai pas la prétention de leur donner des réponses sur leurs problèmes. Ça, c'est le métier des consultants, ça. Et ce n'est pas le nôtre. Moi, mon métier, c'est de les aider à se poser mieux les questions. Et c'est déjà pas mal. Et mieux se poser les questions, c'est aussi aller contre les évidences. Oui, je vois, oui. À votre avis, elles viennent d'où ces idées fausses? Moi, je vous ai vu, par exemple, en cours organisation et management, donc a priori, ça ne vient pas de vous, mais c'est, à votre avis, quelque chose qui est perpétué à l'école, ou c'est juste... Il y a des mythes dans le management. Il y a des mythes qui sont répétés, qui font partie d'une espèce de doxa générale. Enfin, des gens bien plus éminents que moi, comme James March, par exemple, il a fait toute une liste des managements, des mythes en management, du genre, je sais pas, les dirigeants sont indispensables. Faut voir. Ça se discute, en tout cas. C'est pas obligé. Il y a là-dessus, il y a un exemple qui est très simple, c'est est-ce que vous êtes capable de me citer un dirigeant politique suisse ? La Suisse, c'est un pays super prospère, rentable, prospère, riche, pacifique, depuis 500 ans. Est-ce que vous pouvez me citer un héros politique suisse, à part Guillaume Tell, mais ça commence à dater un peu. J'ai fait l'expérience avec des Suisses, eux-mêmes, ils ont un peu de mal, en fait. Et donc, ça veut dire que l'espèce d'héroïsation qu'on a quelquefois, de culte de la personnalité qu'on voit dans certaines organisations sur les dirigeants, je dis pas que c'est faux, je dis que ça se discute. C'est pas évident. On n'a pas absolument besoin d'avoir ça. L'idée qu'on va toujours sur l'efficience maximale et que tous les progrès vont dans le sens d'une efficience plus importante, ça aussi, ça se discute. Il y a un certain nombre de grands mythes comme ça qui structurent en fait notre manière de voir. Le leader, il y a un côté mythique derrière ça. Alors maintenant, il y a des gens qui passent leur vie dessus et c'est sûrement passionnant, mais moi, je suis plutôt dans la branche à se dire, ouais, ok, peut-être, mais pas toujours, quoi. Et comme je dis toujours, mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, à tout problème complexe, il existe une solution rapide, simple et fausse. Et je crois qu'on a tendance, face au management qui est un vrai problème complexe, à avoir souvent des réponses rapides, simples et fausses. Et l'idée, vu qu'on est dans l'enseignement supérieur, c'est de gratter un petit peu la surface et de se dire, ouais, mais attends, c'est plus complexe que ça. Et résoudre la complexité, là encore, c'est un mythe, ça d'ailleurs, au passage. Ça se résout pas la complexité, on fait avec, quoi. Mais par définition, on n'a pas la solution. Est-ce qu'il faudrait revoir certaines choses dans le programme d'éducation, ou c'est pas forcément de là que ça veut? Ça peut jouer fortement, parce que nous, on a la chance ici d'être dans une école qui donne une porte assez nette à justement des points de vue divers. On n'est pas sur la rectitude absolue de la manière de voir les choses. Et il y a des points de vue différents. Je crains, mais parce que je ne les connais pas, je dis ça et sans nommer personne, qu'il y a d'autres institutions dans lesquelles on est plus à diffuser du contenu classique dans les enseignements, parce que on est plus occupé peut-être par d'autres préoccupations que l'enseignement lui-même, d'ailleurs. Bonne nouvelle pour le SCP. Mais oui, moi j'aime beaucoup le SCP, sinon je ne serais pas là. Je suis même un ancien d'école, je vais vous dire, donc je suis pas loin d'avoir le record absolu de la durée à l'école, si ça continue, parce que j'ai quand même 35 ans maintenant, donc... oui, je sais pas, peut-être qu'il me reste encore un certain nombre à faire, heureusement, mais bon... Il y avait une autre question, ouais. Oui, je voulais vous poser la question sur l'agilité. L'agilité. On en trouve dans toutes les paroles d'un aujourd'hui. Il faut être agile. Bien high-tech, qui était un peu où il était né, mais aussi un nucléaire. Ah oui, tout le monde doit être agile. Non, faut pas. Voilà, donc est-ce que justement, comment vous voyez ça c'est très drôle, parce que l'agilité, alors là je ne veux pas, mais en fait, j'ai contribué à l'importation en France de ce concept-là. Il y a très longtemps, dans les années 90, j'avais fait une année aux États-Unis, à l'Université du Texas, et j'avais été contacté à l'époque par l'ambassade de France, qui disait « Mais c'est quoi ce truc, là, l'agilité ?» Et il m'avait demandé de faire une petite étude pour voir ce que c'était, et donc j'avais contribué à importer ça en France et à publier 2-3 trucs là-dessus. Et au départ, c'était purement un problème de militaire, il faut bien comprendre ça. Parce qu'un jour, le ministère de la Défense américain avait réuni, je ne sais plus, ils avaient 300 fournisseurs, et ils a dit, maintenant, il m'en faut plus que 3. Je fais simple, et donc, ils avaient été, d'un seul coup, le sol s'était dérobé sous leurs pieds, il fallait qu'ils trouvent immédiatement des solutions pour s'arranger. Et l'agilité, c'était tout simplement de dire, voilà, une organisation doit évoluer à la même vitesse que son environnement, quoi. C'est
pas plus méchant que ça. Mais ça a pris des proportions tout à fait étonnantes. C'est pas facile de faire de la recherche sérieuse sur l'agilité, d'ailleurs, pour une simple raison, c'est que si on tape agilité dans Google, c'est quoi qu'on voit? Agile Enterprise. Non, des chiens. Parce qu'agility, c'est du dressage de chiens. C'est des chiens qui sautent, qui courent très vite, qui passent dans des tunnels, des machins, tout ça. Et agility, c'est des chiens, en fait. Et la plupart de ce qu'il y a sur Internet sur agility, c'est des chiens. Donc déjà, c'est bon. Ok. Donc après, il faut taper effectivement Agile Enterprise, Agile Management, etc. Et effectivement, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agilité a du sens si on est dans un environnement très mouvant. Et dans ce cas-là, la base, c'est une des trucs les plus simples, c'est de transformer les coûts fixes en des coûts variables. Si on remplace les salariés par des prestataires, par exemple, on est plus agile. Si au lieu de posséder nos bâtiments, on les loue, on est plus agile. Voilà. Donc on transforme les coûts fixes en des coûts variables. L'ennui, c'est que ça ajoute un truc qu'on appelle le coût de transaction, qui fait que très souvent, ça coûte plus cher, en fait, d'externaliser. Ça permet d'être plus agile, mais ça coûte plus cher. Et donc la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on est dans un environnement qui est suffisamment mouvant pour que l'agilité soit pertinente? Il faut comprendre aussi quand même que si les organisations fonctionnent, c'est parce qu'elles reposent beaucoup sur de l'inertie. Toutes les procédures qu'on a, toutes les règles qu'on a, c'est fondamentalement de l'inertie. Imaginons une organisation dans laquelle il n'y aurait pas d'inertie. Une organisation dans laquelle on remettrait tout en cause en permanence. C'est-à-dire vos collègues changent tous les jours, la manière de travailler change tous les jours, l'interface de votre ordinateur change tous les jours, enfin, ce serait totalement invivable. Ce serait de l'agilité maximale, là, pour le coup. Donc, sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, il faut bien comprendre que avoir une forme d'inertie, c'est fondamental. Si on n'a pas une forme d'inertie, de toute façon, une organisation fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'inertie. C'est une forme d'anticipation de ce qui va se passer dans le collectif. Si on n'est pas capable du tout de comprendre ce que vont faire les autres au moment où on le fait, on ne peut plus rien faire collectivement, parce qu'on compte sur ce que vont faire les autres. Et donc, c'est pas la panacée, l'agilité, quoi. C'est une solution possible face à certains problèmes, mais ça a un coût, ça a des conséquences, et puis au passage, c'est de l'anti-stratégie. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est que, je ne veux surtout pas que je dise ça fort, parce que j'ai des collègues ici qui travaillent sur la stratégie agile, donc ça reste entre nous, mais pour moi, c'est de l'anti-stratégie, parce que la stratégie, la définition même, c'est d'allouer des ressources sur lesquelles on s'engage. On s'engage sur les choix d'allocation de ressources, et on a une ligne stratégique qui est compréhensible par tout le monde. L'agilité, c'est très rigoureusement l'inverse. Ça consiste à désallouer des ressources, et à surtout pas s'engager. Donc, pourquoi pas? Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que les grands succès en stratégie ont les mêmes causes que les grands échecs en stratégie. C'est qu'il y a une décision qui a été prise d'allocation de ressources, on a alloué des ressources pour ça, et on s'est engagé sur ce choix. Et dans un cas, c'était un bon choix, bonne stratégie, dans un cas, c'était un mauvais choix, mauvaise stratégie. Bon. Mais la cause est la même, on s'est engagé sur les choix d'allocation de ressources. L'agilité, ça consiste à pas faire ça du tout, à pas s'engager et à pas allouer des ressources, mais à les désallouer. Et bien la conséquence de ça, c'est que vous n'entendrez jamais dire qu'une entreprise a connu un très grand succès parce qu'elle était agile. Non, parce qu'elle était agile, elle a évité des grands échecs. Mais le prix à payer pour éviter les grands échecs, c'est qu'on n'aura pas les grands succès. En fait, l'agilité, c'est une méthode de survie en environnement hostile. Comme méthode de survie en environnement hostile, ça va très bien. D'ailleurs, Darwin, que les passionnés de l'agilité invoquent évidemment systématiquement, sa citation, c'est « Ce n'est pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui survivent, c'est celles qui sont capables de mieux s'adapter au changement. » Ça, c'est sa citation. Mais attention, il n'est pas bête, Darwin. Le verbe qu'il utilise, c'est survivre. C'est une technique de survie. Et survivre dans un environnement extrêmement turbulent, l'agilité s'impose. C'est ça qu'il faut faire, c'est évident. Maintenant, ça permettra d'éviter les gros problèmes. Mais le prix à payer, c'est qu'on n'aura pas les gros succès. Jamais une entreprise remportera un succès extraordinaire parce qu'elle est agile. Non, une entreprise aura traversé la tempête et aura survécu parce qu'elle est agile. Donc, voilà, pour vous faire simple, quelqu'un qui, pendant le confinement, serait allé voir un propriétaire d'hôtel et lui aurait dit « Voilà la stratégie que vous devez mener », cette personne est un escroc. Parce qu'on n'avait pas la moindre idée de ce qui pouvait se passer, et donc à partir de là, s'engager sur les choix d'allocation de ressources, ça revient à jouer à la roulette, ou à pile ou face. À cette époque-là, évidemment qu'il fallait être agile. À cette époque-là, évidemment qu'il fallait essayer de se débarrasser des frais fixes, il fallait essayer d'être le plus léger, et être capable de changer d'avis en permanence. Maintenant que ça s'est passé, tous les groupes hôteliers, ils cherchent avant tout d'avoir des allocations de ressources pertinentes.
Et l'agilité est passée un petit peu en arrière. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est des curseurs. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être complètement inertiel, il ne faut pas être complètement... Enfin, mais en termes de positionnement de la manière dont vous dirigez vos entreprises, c'est quand même deux choses qui sont assez, pas opposées, mais c'est pas les mêmes, quoi. C'est orthogonal, voilà. Et là-dedans, moi, la notion de stratégie agile, j'avoue, j'ai encore un petit peu de mal, quoi. Mais bon, après, parce que je n'ai pas suffisamment lu les ouvrages de mes brillants collègues. Oh. Est-ce qu'en cherchant, examinant ces idées reçues, décortiques, est-ce que tu t'es surpris toi-même sur certaines, en examinant certaines idées, en arrivant à des conclusions ou... Surpris moi-même. Bah déjà, comment je fais pour les trouver déjà? Ça, c'est marrant. J'arrête pas de prendre des notes en fait. Dès que j'entends, tiens, ça pourrait, hop. Puis aussi, une autre chose aussi, c'est que j'ai pris l'intégralité de mes cours, je les ai transformés en vidéos. D'ailleurs, là, quand je finis mes cours, je file la liste des vidéos, comme ça, s'ils peuvent revoir le cours, c'est facile. Mais évidemment, je le ferai jamais, mais un des objectifs, ce serait que j'arrive en cours, je lance la playlist, et puis moi, je peux faire autre chose, quoi. Mais donc, reprendre le contenu des cours et déjà voir à chaque fois que ça pourrait choper sur quelque chose, ça, c'est pas mal. Après, non, ça demande une veille assez intense, en fait, pour repérer à chaque fois des choses qui peuvent être sympas. Mais finalement, on se rend compte on est dans un domaine où il y a tellement de modes qui apparaissent, tellement de buzzwords, de machins, de trucs, que c'est pas si difficile que ça, en fait. L'IA a donné, évidemment, naissance à un certain nombre d'idées reçues qui sont pas mal dans le genre. Enfin, il y en a plein. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va de choses qui, historiquement, sont très anciennes, et dont on a encore ancré... dans l'esprit des représentations qui, une nouvelle fois, ne sont pas fausses, mais sont discutables, à des choses très nouvelles sur lesquelles il y a très rapidement des gens qui imposent des points de vue, alors qu'on pourrait en avoir d'autres. Et donc, me surprendre moi-même, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas l'impression que j'ai, quoi. Mais... Alors, je vais poser une autre question. Est-ce que dans toutes ces idées reçues, il y en a une ou quelques-unes que tu penses être les plus dommageables? Ah, dommageable. Dans les entreprises. Oh bah sont des idées très... Oui, celle des primes, elle est grave quand même, je trouve, celle-là. Celle-là, elle est vraiment problématique, ça. Et c'est vraiment très dur de faire passer, quoi. Vraiment, il faut y aller au marteau-piqueur pour essayer à faire. Et encore, les dirigeants sont très suspicieux vis-à-vis de ça. Alors que c'est établi depuis très longtemps, d'un point de vue rigoureux sur la recherche, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y en a qui sont toujours sympas, qui font toujours leur petit effet, et sur lesquels on est droit de se poser des questions. C'est toutes les questions des équipes de direction incompétentes, par exemple. Comment est-ce qu'on en arrive là, quoi? Ce qui explique ce phénomène. Et les interprétations qui ont été données par plein de chercheurs différents sont tout à fait passionnantes, mais il n'empêche qu'on continue à avoir des équipes de direction dans certaines organisations où on se demande comment c'est possible, quoi. Honnêtement, c'est étonnant. D'ailleurs, quand on est comme nous deux spécialistes de l'observation des organisations, là, pour le coup, on est quand même surpris, quoi. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, depuis le temps qu'on explique tout ça, ça devrait quand même percuter, mais non. On continue à avoir éternellement les mêmes problèmes qui ressurgissent, et les mêmes... parce que les êtres humains sont des êtres humains, quoi. Et les lignes de force restent tout à fait pertinentes. Un truc comme l'effet Dunning-Kruger, moi, ça m'amuse toujours, quoi qu'il arrive, hein. Tout le monde voit ce que c'est, l'effet Dunning-Kruger, non? L'effet Dunning-Kruger, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que vous avez besoin de connaître quelque chose pour savoir que vous ne le connaissez pas. Et de fait, vous avez des gens qui sont convaincus de savoir des choses, justement, parce qu'ils n'y connaissent rien. Et ça peut donner des résultats qui sont absolument géniaux quand ces gens-là deviennent dirigeants, en plus. Et parfois à des responsabilités très élevées, où ils sont persuadés de tout savoir sur tout. Il y en a, on en a vu, mais bon, très élevés. Le résultat d'une recherche. Pardon ? Même face à des preuves... Ah oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Oui, bien sûr. Oui, non, ça... Et là encore, c'est un phénomène qui a été identifié il y a bien longtemps, avec plein de recherches passionnantes. Un truc qui peut vous faire en famille à Noël, c'est facile, c'est vous demander autour de la table, tiens, qui est-ce qui conduit mieux que la moyenne des Français autour de la table? Vous allez voir, il y a toujours 70% des gens qui conduisent mieux que la moyenne. Ce qui est problématique. Quand on y réfléchit 2 secondes. C'est pas possible. Donc les gens ont forcément une surreprésentation de ce qu'ils savent faire par rapport à ce qu'ils savent vraiment faire. Et c'est normal, on se sent mieux comme ça, sinon on n'est pas bien. Hein, mais après, quand on est en position de responsabilité, ça peut devenir rapidement un petit peu gênant, quoi.
Donc, ouais, non, celle-là m'amuse bien. Après, il faudrait que je relise, quoi, peut-être que j'ai lu, mais sinon... Est-ce que... Ouais, bien sûr. Pour vous nourrir de ces exemples Ouais. un peu dissonants, impertinents, Ouais. est-ce que vous interviewez des collaborateurs dans les entreprises? Ouais, bien sûr. J'imagine, hein, parce que c'est là aussi où vous avez Bah oui. toutes ces sources d'informations. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, déjà, dans mon métier, je suis obligé d'avoir des antennes partout. Oui, bien sûr. Parce que les élèves sont toujours prêts à dire « Ah non, ça c'est pas vrai, ça c'est machin ». Pour ça que j'interdis les écrans en cours, d'ailleurs, parce que sinon c'est insupportable. Mais bon, c'est pas très grave. Mais après, oui, j'ai la chance, moi, d'intervenir assez fréquemment aussi auprès de dirigeants. Dans le cadre de conférences, hein, parce que moi je suis pas consultant, c'est un choix, c'est comme un autre. Hein. Mais et c'est... Je sais pas ce qui se passe, mais il y a du monde. Hein. Évidemment, moi je regarde ça avec à chaque fois que je suis dans une entreprise, je suis extrêmement curieux. J'essaie de comprendre certains trucs, de regarder ce qu'il y a écrit au mur, de regarder si les portes sont ouvertes ou fermées, de regarder la décoration dans les bureaux. Enfin, tout à fait, bien sûr. Est-ce qu'il y a un ascenseur qui monte directement à la direction? Enfin, ce genre, c'est tellement drôle. Les places de parking, est-ce qu'il y a les noms dessus? Enfin, voilà. Combien il y a de restaurants? Enfin, ça apprend des tonnes de choses instantanément, tout ça, quoi. Je suis convaincue que ces détails-là énormément. Une coloration de... Bien sûr. Et pour ça, moi, j'aime bien visiter les entreprises pour ça. C'est-à-dire pour nourrir là, pour le coup, ma curiosité d'observateur, quoi. Donc, non, je crois que oui, c'est ça, ce qui est le cœur même de ce qui caractérise la manière dont je le fais, c'est la curiosité pour cet objet qu'est l'organisation, quoi. Et c'est un objet qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Moi, une chose que je trouve toujours absolument incroyable, c'est qu'on passe notre vie entière dans des organisations. Notre vie entière, elle est dans les organisations, toute notre vie. On gagne de l'argent dans les organisations pour le dépenser dans d'autres organisations, on est malade dans certaines organisations, on va en vacances dans d'autres organisations, enfin, on passe notre vie dans les organisations, et 99% des gens n'ont jamais appris à analyser une organisation. Et c'est dommage, parce qu'une fois qu'on sait comment les analyser, on peut mieux anticiper leur comportement, on connaît leurs défauts, on connaît leurs avantages, et on sait un peu ce qui pourrait éventuellement se passer, quoi. Et heureusement, ici, on est dans des rares endroits où on apprend aux gens à analyser les organisations. Alors, très modestement, hein, parce que le cours d'organisation et management ne fait plus que 16 heures, et à l'intérieur de ça, on n'a que la moitié qui est consacrée aux organisations. Mais ça ne nous empêche pas d'être une école de management, bien sûr. Voilà. Non, mais ça, je suis un petit peu... C'est normal, parce que moi, j'ai vu comment ça a évolué au cours des années. Hein, et il y a tellement de nouvelles choses qui sont apparues, de nouvelles disciplines qui sont apparues, de nouvelles questions qui sont apparues. Et la scolarité, elle n'a pas augmenté. Hein, le nombre d'heures, il a peut-être diminué même, d'ailleurs, globalement. Et donc, c'est de plus en plus serré, quoi. Voilà, forcément. Maintenant, les arbitrages sont très difficiles à faire. Hein, je condamne personne. C'est très difficile à faire. Est-ce qu'on peut effectivement dire faut mettre moins de ça pour mettre plus de ça? C'est pas simple. Ce que je constate, c'est que le management n'est pas forcément la discipline qui a été la mieux traitée dans ces arbitrages. Alors qu'on est une école de management. Mais c'est pareil ailleurs, hein, c'est exactement pareil ailleurs. Mais bon, moi je me souviens quand j'étais élève ici, on avait plus de management, on avait beaucoup plus de culture générale. Ouais, moi j'ai quand même eu des électifs de hiéroglyphique égyptien. Ouais, quand même. Avec thème version à l'examen, hein, en hiéroglyphique. Hein. Ouais, c'était sympa. Et ces choses-là, j'ai l'impression que ça a été un petit peu balayé par plein d'autres éléments qui ne sont pas inutiles, mais qui prennent la place, quoi. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions de notre étudiante? Alors, notre étudiante, elle disait, les idées, les sans-idées reçues, pertinentes, pardon, que vous proposez, comment est-ce que les managers peuvent les faire passer et les mettre accepter par... Oh là, ça demande, ça dépend du contexte, ça. Il y a énormément de... Non, mais il y a énormément de réponses possibles à cette question-là. Déjà que eux-mêmes acceptent de se poser des questions sur leur pratique, c'est déjà très bien. Le côté réflexif, hein, dans les organisations, c'est pas ce qui est le plus fréquent, hein, quand même. Hein. Parce qu'être en position de responsabilité, ça veut souvent dire qu'il ne faut pas douter. Du moins, d'en donner l'apparence.
Un leader qui doute, c'est tout de suite... Bon. Et donc, il y a plutôt une tendance à adopter des postures droites et simples. Et donc, les gens qui ont la capacité justement à prendre un petit peu de recul, à se poser des questions, sont déjà beaucoup plus intéressants. Une chose toute bête, je parlais tout à l'heure du leader qui n'est pas indispensable. Moi, les dirigeants qui me disent « je ne peux pas aller assister à une conférence d'une journée parce que là, si je quitte ma boîte pendant une journée, ça va être n'importe quoi », je leur dis « vous faites la démonstration évidente que vous êtes un très mauvais manager ». Parce que le management, ça consiste justement à avoir mis en place les bonnes organisations, les bonnes structures, les bonnes règles, avoir mis les bonnes personnes au bon endroit, et normalement, ça marche. Après, vous êtes là pour quoi, vous ? Vous êtes là pour quand ça marche pas. Et pour décider ce qu'il faut changer quand ça marche pas. Mais si vous êtes obligé d'être là au quotidien pour que ça marche, c'est que vous êtes un très mauvais manager. Et donc, à partir de là, moi, j'aurais plutôt tendance à me poser la question sur ceux qui, effectivement, pensent qu'ils sont indispensables. Là, ils ont un souci, ceux-là. Et ceux-là, à mon avis, ils liront pas un livre comme ça. Parce que si on est indispensable, on a plutôt des réponses simples à des problèmes complexes. Donc, déjà, ça... est quand même assez dur à trouver, en fait. C'est-à-dire entre être très présent ou laisser la bride. Il y a beaucoup de grands dirigeants qui vous expliqueront que non, à partir du moment où on a nommé les bonnes personnes au bon endroit, ce serait du gâchis d'aller interférer dans leur travail. Maintenant, oui, mais le dirigeant, il est responsable de l'action collective. Et donc, si ça ne se passe pas bien, c'est sur elle ou sur lui que ça tombe. Donc, il y a une question de confiance aussi derrière. Mais bon, fondamentalement, non. Enfin, si vous voyez votre patron jouer au golf au milieu de la semaine, c'est que c'est plutôt bon signe, c'est que la boîte est bien gérée. Si en revanche, il est tout le temps derrière votre dos, c'est qu'il y a un gros problème de management, ça c'est clair. Ah oui, alors il y a toujours la question de l'intelligence artificielle qui revient évidemment. Oui. Et qui prend une place croissante. Oui. Mais en fait, comment l'approche humaine et émotionnelle va pouvoir résister à cette approche de prise de décision où l'IA prend une place croissante. Ouais, enfin, il faut se méfier, parce que si on est juste dans l'émotion, il ne va pas nous rester grand-chose non plus. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a des animaux de soutien psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des chiens, des chats. Il y a un cheval qui est très connu, d'ailleurs, dans je ne sais plus quel hôpital parisien, où il accompagne les gens vraiment pour mourir, là, pour le coup. D'ailleurs, quand vous voyez arriver le cheval, en général, c'est pas bon signe. Pourquoi le cheval est là ? Et j'ai peur, c'est pas moi qui le dis, il y a plein de gens qui commencent à penser ça, que d'ici pas si longtemps que ça, tout ce qui est intellectuel aura été pris par l'IA, et nous, il nous restera le soutien psychologique. C'est-à-dire que le médecin, toutes les décisions médicales auront été prises par l'IA, sauf qu'il y a plein de gens, ils n'auront pas envie que ce soit une IA qui leur dise quoi faire. Et donc, il y aura un être humain qui sera là pour dire « Alors, vous devriez faire ça, et puis je vous tiens la main, et puis franchement, je vous aime beaucoup, et tout. » En fait, l'être humain sera un animal de soutien psychologique. C'est pas ce qui est le plus sympa sur l'émotion, vous voyez. Maintenant, bon, sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, moi, il y a un truc que j'aime toujours rappeler quand même, c'est le gros... comment dire ? Escroquerie, c'est un peu fort, mais le gros enfumage qu'il y a eu sur le mot « intelligence artificielle ». Il faut bien comprendre que le mot « intelligence artificielle » a été inventé par un groupe de chercheurs qui voulaient financer un congrès qui coûtait très cher, à peu près 300 000 € aujourd'hui, au Dartmouth College, aux États-Unis, dans les années 50. Et ils travaillaient sur la cybernétique. Ça ne fait pas rêver, la cybernétique. Et en plus, il y avait un type qui s'était emparé du domaine de la cybernétique, et il était désagréable, ce type-là. Donc, il voulait s'en éloigner. Et donc, dans la proposition d'organisation de conférences qu'ils ont envoyée à des financeurs potentiels, ils se sont dit, ouais, on pourrait essayer d'avoir un titre qui soit plus accrocheur, un truc on est sûr qu'on aura de l'argent, quoi. Enfin, puis ils ont réfléchi, puis juste dans le titre, même pas dans le contenu, juste dans le titre, ils ont mis « proposition pour une intelligence artificielle ». Et c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que cette expression « intelligence artificielle » a été inventée pour des raisons purement marketing. Mais quand vous discutez avec des gens qui travaillent vraiment là-dedans, dont c'est vraiment le métier, moi j'ai eu la chance de discuter avec les gens de Gemini, avec les gens de ChatGPT, etc., ils vous disent non, c'est pas une intelligence artificielle. Le vrai terme qu'on peut employer, c'est intelligence simulée. Ça simule une intelligence, mais c'est pas
une intelligence artificielle. C'est pas comparable à une intelligence humaine. Je voyais encore hier un truc qui est très rigolo. C'est si vous demandez, vous pourrez faire ça ce soir. Vous demandez à Gemini, à ChatGPT, à n'importe lequel, fais-moi une montre avec les aiguilles à, je sais pas moi, 13h23. Essayez, vous verrez ce qui va se passer. Il vous mettra toujours une montre avec les aiguilles à 10h10. Pourquoi? Vous allez dire, mais non, je veux 13h23. Ah ouais, pas de problème. Et vous êtes 10h10. D'où ça vient? Parce qu'elles sont vendues comme ça. Ouais, toutes les publicités des montres, depuis des décennies, elles sont toujours à 10h10. Parce que c'est la position des aiguilles qui permet de voir le mieux le cadran, en fait. Et vous verrez, hein, vous allez sur n'importe quel site de montres, de vraies montres, elles sont toujours à 10h10. Enfin, pour être tout à fait précis, 10h09. Parce que comme ça ne cache pas le 2. Bon. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, elle a appris à comprendre ce que c'était que des montres? On l'a gavé avec des photos de montres. Elle a arrêté de la gaver avec des montres. Et donc, quand elle dessine une montre, une montre, elle est à 10h10. Voilà, elle ne se pose pas la question. Une montre, elle est à 10h10. Et si vous lui demandez de faire autre chose, pour elle, c'est pas une montre. C'est compliqué. Enfin, truc, évidemment, que tout le monde sait, mais la manière la plus simple de se représenter comment fonctionne un ChatGPT ou un truc comme ça, c'est le clavier que vous avez dans votre téléphone. Le clavier que vous avez dans votre téléphone, quand vous commencez à taper un mot, il apparaît en haut le mot le plus probable en fonction des lettres que vous avez tapées, et le mot le plus probable qui arrivera derrière. Statistiquement, l'intelligence artificielle générative, elle fait rien d'autre que ça. Elle a mangé, en fait, une quantité de données absolument monstrueuse, et statistiquement, elle met toujours le mot qui convient derrière le mot précédent. Mais ce n'est jamais qu'une gigantesque machine statistique. Et donc, si elle n'a pas eu les données qui lui permettent de faire autre chose que... elle ne peut pas faire autre chose que ce qu'elle a eu dans ses données, quoi. On va le dire comme ça. Et donc, si elle a eu que des montres qui montrent à 10h10, elle ne peut pas vous montrer autre chose qu'une montre qui est à 10h10. Un petit problème qu'on a derrière ça aussi, hein, vous l'avez certainement remarqué, c'est que les photos générées par ChatGPT sont de plus en plus jaunâtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On les repère assez facilement maintenant, elles sont de plus en plus jaunes. Il y a une espèce de couleur bavasse, jaune, bizarre. Et l'interprétation que les gens de ChatGPT ont, d'OpenAI ont par rapport à ça, c'est qu'ils ont donné à manger à leur modèle la totalité d'Internet. Au moins comme ça, ils ont toutes les données. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui rajoute des données supplémentaires sur Internet? C'est eux. Et donc, il se crée de la consanguinité. C'est-à-dire que le truc se nourrit de lui-même. Et à force de se nourrir de lui-même, il suffit qu'un jour, il décale un petit peu, pour X raisons, les photos vers le jaune, et après, il mange que des photos jaunes. Et petit à petit, ça devient de plus en plus jaune. Et c'est très effrayant quand on y réfléchit. Parce que ça peut peut-être dire que le truc, si on continue à le faire fonctionner de cette manière-là, et heureusement, il y a d'autres modèles d'intelligence artificielle, mais si on continue à le faire fonctionner de cette manière-là, on va se retrouver avec quelque chose qui sera un petit peu comme en biologie, complètement consanguin et donc absolument dégénéré, quoi. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Alors, pour l'anecdote, quand j'étais élève à l'ESCP, donc il y a fort longtemps, je vous parle du siècle dernier, j'avais fait mon mémoire de dernière année, mon mémoire de recherche, sur l'intelligence artificielle. Parce que ça existait déjà. À l'époque, on avait des systèmes experts. Alors, c'était pas de la même manière. C'est-à-dire, ça mangeait pas des milliards de données, on mettait des règles, en fait. Si ceci, alors cela. Et on essayait de trouver les bonnes règles, et puis on lui nourrissait avec ça. Ce que ça fait maintenant, c'est que ça se nourrit tout seul, et ça fait grossir ses neurones. Mais fondamentalement, c'est pas un truc nouveau, quoi. Fondamentalement, et il y a plusieurs manières de le faire. Et la manière qu'on a à l'heure actuelle a ce petit problème d'auto-alimentation dégénérescente au bout d'un certain temps, quoi. Donc après, voilà, je sais pas, mais je vois encore des gens qui essaient de parler gentiment à ChatGPT quand tu lui poses une question, parce qu'au cas où l'intelligence artificielle domine le monde, il se souviendra qu'ils ont été gentils, quoi. Donc, ouais. Il y a une autre expérience que vous pouvez faire dans le même genre, c'est, je l'ai vu aussi, ça là était pas mal, c'est vous lui dites, tiens, dessine-moi côte à côte une banane et un porte-avions. Et il vous dessine côte à côte une banane et un porte-avions. Je dis, mais après, la banane étant de la même taille que le porte-avions, évidemment. Mais une banane, c'est pas la même taille qu'un porte-avions. Refais-moi ça. Et il vous refait la banane de la même taille que le porte-avions. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de savoir quelle est la taille d'une banane par rapport à la taille d'un porte-avions. Il n'a jamais trouvé nulle part, on l'a jamais nourri nulle part, avec une photo de comparaison de banane et de porte-avions. Donc vu qu'il sait pas, il fait une banane et un porte-avions. Et on arrive très vite, en fait, à ce genre de limite, quand on regarde bien et qu'on essaie de s'en servir. Alors maintenant, je me fais pas d'illusions, les élèves utilisent ça de manière extensive. Le meilleur outil, alors vous savez, ça c'est drôle, on a des méthodes qui sont censées déterminer si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA, et on la nourrit avec des textes classiques. Par exemple, ils ont mis
La déclaration d'indépendance aux États-Unis, résultat, 99% c'est de l'IA. Donc ça veut dire que c'est le détecteur qui est très mauvais, quoi. Enfin, très, très vraisemblablement, c'est pas... Bon. Et donc ces outils sont pas fiables du tout. Ces outils sont pas fiables du tout. Comment est-ce que nous, professeurs, on repère que ça a été fait par de l'IA? Il y a déjà une règle de base, et qui est vraiment la plus intéressante et à mon avis la plus discriminante, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc déjà, quand il n'y a pas de faute d'orthographe, méfiance. Après, le reste, on voit très bien qu'il y a des phrases un peu longues, qu'il y a des participes présents un peu trop importants, qu'il y a des tirets au lieu des virgules. Voilà. En somme, ça finit par en somme. Voilà. Donc on le sent un peu, mais ça progresse. Hein. Ça progresse vraiment, hein, et très très vite. Hein. Et oui, il faut lui demander de faire des fautes d'orthographe, bien sûr, ouais, évidemment. J'ai rien dit, hein, mais... Bon, mais là, on est parti sur l'IA, c'est pas le cœur du souci, mais... Est-ce qu'on a autre chose? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous-mêmes, on perd le sens de l'orthographe. Ah ben ça... Même en tant qu'adulte, ayant appris la grammaire, bien sûr. etc. Ah, moi, je ne sais plus écrire à la main. J'ai mal aux mains dès que j'écris à la main, maintenant. C'est terrible. Quel dommage. Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi une idée reçue qu'il faut toujours innover, toujours mieux performer, toujours aller vers la croissance? Bien sûr. La croissance, à la base, c'est coûteux. Hein. Ça fait partie. La croissance, enfin, moi, il y a deux mots que j'aime toujours mettre en parallèle parce qu'ils sont mal traités. C'est croissance et dette. Croissance, c'est toujours vu comme quelque chose de positif. Or, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas forcément positif, la croissance. Même sans parler de l'impact environnemental, rien qu'en point de vue économique, si vous êtes dans une industrie qui croît de 20% par an, vous êtes obligé d'augmenter votre production de 20% par an, sinon vous êtes largué. Et donc, c'est consubstantiellement coûteux, la croissance. Donc, ça a une image très positive, mais en fait, c'est très coûteux. Quant à la dette, ça a une image spontanément très négative. Ah, il y a la dette, tout dépend de votre rentabilité interne. Parce que si vous avez une rentabilité interne à 4% et que vous vous endettez à 2%, il faudrait être très bête de ne pas s'endetter. C'est une très bonne manière de gagner rapidement de l'argent. Hein. Et donc il y a des mots comme ça qui ont une connotation spontanée qui est négative, alors que c'est plus compliqué que ça. Et il y a en fait des entreprises qui passent à côté d'opportunités pour la dette, tiens, par exemple, des entreprises qui refusent d'avoir de la dette parce que la dette, c'est pas bien, alors qu'en fait, elles perdent la possibilité d'être encore plus performantes. Un des exemples classiques de ça, c'est Mars. Le groupe Mars, hein, donc vous savez qu'il fait des barres chocolatées, mais c'est pas son activité principale. Son activité principale, c'est... Ah. Non, c'est les aliments pour animaux. C'est pas dans les mêmes usines, hein, mais toutes les marques d'aliments pour animaux que vous connaissez sont faites par Mars. Il faut aussi maintenant d'autres aliments pour humains que les barres chocolatées, notamment le Ri-Benz ou des choses comme ça. Mars, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par la famille Mars. Et la famille Mars, pour des raisons qui leur sont personnelles, je ne sais pas, dans leur tradition familiale, on ne doit jamais d'argent à personne. Et donc, ils ont toujours refusé de s'endetter vis-à-vis des banquiers, quoi qu'il arrive. Quand on voit la rentabilité interne de Mars, c'est dommage, quoi. Parce qu'avec une rentabilité interne à 7, 8, 9%, et la capacité, l'endettement qui pourrait se faire à 2, 3, ils pourraient gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais non. C'est un principe qui, une nouvelle fois, est une idée reçue, quoi. Alors après, ça se respecte, ils ont peut-être des raisons, peut-être que le grand-père s'est fait escroquer par un banquier, j'en sais rien, quoi. Il y a peut-être une raison, mais c'est devenu un truc automatique qui a plus de sens par rapport à la réalité des choses, quoi, qui n'en a même d'ailleurs jamais tellement eu. Hein. Connaissez allez, on va peut-être finir avec ça, je vois que l'heure tourne. Vous connaissez la fameuse blague des chimpanzés, de la douche, de la banane, des bananes et de la cage? Non? Non? Alors, ouais, expérience, et qui est une vraie expérience en plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire, vous prenez 4 chimpanzés. Alors, je vous préviens par avance, on va être un tout petit peu cruel avec nos cousins chimpanzés, mais psychologiquement, on leur fait pas de mal physiquement. Hein. Mais psychologiquement, on les met dans une situation inconfortable. Donc, vous prenez 4 chimpanzés, vous les mettez dans une cage, et au milieu de cette cage, il y a un escabeau qui mène à un régime de bananes. Sauf que le régime de bananes est truqué. À chaque fois qu'on touche à une des bananes, ça déclenche une douche dans toute la cage. Et il faut savoir que les chimpanzés ont horreur des douches. Donc vous lâchez vos 4 chimpanzés, immédiatement, il y en a 2 qui se précipitent sur l'escabeau, ils attrapent une banane, douche pour tout le monde, donc ils redescendent de l'escabeau, les 4 chimpanzés se planquent dans un coin de la cage, ils attendent que ça se passe, puis dès que ça se passe, hop, il y en a 2 qui se reprécipitent sur l'escabeau, ils montent, ils touchent une banane, douche pour tout le monde, ils se replanquent, ils attendent que ça se passe,
Puis dès que ça s'arrête, il y en a 2 qui... Et là, les 2 autres ont compris et leur cassent la gueule. Donc, bon, ils ont compris qu'ils peuvent pas... T'as vu, hein, si tu touches à une banane, t'as une douche, donc tu comprends. Et donc, apparemment, vous avez 4 chimpanzés qui tournent autour de l'escabeau, qui regardent les bananes en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on nous fait subir ça ?» Enfin bon, vous les laissez mûrir un peu. Puis au bout d'un moment, vous enlevez 2 des chimpanzés, vous en mettez 2 nouveaux à la place. Évidemment, que font les 2 chimpanzés dès qu'ils arrivent dans la cage? Ils se précipitent sur l'escabeau. Ils n'arrivent même pas à l'escabeau. Ils se font casser la gueule avant. Hein. Ils essayent une 2e fois, ça recommence. Et donc après, vous avez de nouveau 4 chimpanzés qui tournent autour de l'escabeau, qui regardent les bananes, et donc 2 qui se disent « Mais pourquoi on se fait casser la gueule quand on veut toucher aux bananes ?» Bon, ça dure comme ça un petit moment. Et là où c'est génial, l'expérience a vraiment été faite. Hein. Il y a des gens qui sont fous. À la fin, vous retirez les 2 premiers chimpanzés qui restaient du début. Et vous en mettez 2 nouveaux à la place. Donc on est d'accord, aucun chimpanzé n'a été douché dans la cage. Les 2 nouveaux, quand ils arrivent dans la cage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent sur l'escabeau. Et que font les 2 autres? Je vous le donne en mille. Ils leur cassent la gueule, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est comme ça, quoi. Quand tu t'approches de l'escabeau, tu te fais casser la gueule. Et en termes d'idées reçues, c'est assez génial, ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus très bien pourquoi on agit comme ça, mais c'est comme ça qu'on agit, quoi. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Alors même, il y a une expérience par la suite qui a été vraiment horrible, c'est qu'après, ils avaient même enlevé les bananes, et il suffisait de faire rentrer de nouveaux chimpanzés dans la cage pour qu'ils se fassent casser la gueule. C'était devenu la tradition. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà, et ça se perpétue comme ça. Et moi, j'aime bien dire à des entreprises, mais attendez, vous n'avez pas attrapé telle opportunité, là, pourquoi? Apparemment, il y a quelqu'un qui a essayé il y a des années, ça s'est mal passé, donc vaut mieux pas s'en approcher. Peut-être que tout a changé depuis, mais on ne le fait plus, quoi. C'est très surprenant. Bon, j'ai l'impression que je suis beaucoup éloigné du livre, mais enfin, c'est pas très grave. J'espère que c'était pas inintéressant. Écoutez, merci en tout cas, merci pour votre attention, et puis une autre fois, merci.